Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud. Vous regardez Des mots et débats. L'invité que je reçois est journaliste, auteur, compositeur, interprète, romancière. Je vous présente Tana de Montienne. Bonjour, vous allez bien, Tania? Oui, très bien, et oui, vous? Oui, ça va, merci. Merci de me recevoir. Ah mais non, je suis très contente de vous revoir à nouveau. Enfin, l'autre fois nous étions vus, c'était pour Tokyo. D'accord. Voilà, c'était pour ce livre. Alors, je fais rapidement un rappel de vos ouvrages. Alors, Patch en 2001, il y a aussi Geneviève et la théorie du 5 en 2004. Pour ce livre, voilà, Tokyo, c'est loin en 2006. Et puis là, le dernier roman, c'est Toutes les familles ont un secret, édité chez Flammarion. Eh bien, commençons tout de suite cette première partie d'émission, le face-à-face. Tana de Montienne, page 75, vous écrivez « Apprendre de son secret, c'est sentir le souffle chaud des lames qui passent l'une après l'autre sur la peau. Et si la première lame coupe le mensonge, la seconde, elle, brûle la peau. La troisième l'entaille, la dernière la retourne, arme à double, triple, quadruple tranchant, tranche à l'infini et au-delà. » Alors je voulais savoir, le fait que le titre de votre roman, c'est les secrets de famille, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est parce que vous avez eu un secret de famille dernièrement, vous avez dit, tiens, ça sera la trame de mon histoire. En fait, ce que je me suis dit, c'est pas tellement ça sera la trame de mon histoire, c'est que le fait de découvrir un secret de famille, je me suis rendu compte qu'il y avait une matière intéressante et que c'était pas nécessairement celle à laquelle on pensait. C'est-à-dire, c'est pas la révélation, la matière intéressante du secret, c'est le fait qu'il ait pu exister et c'est le fait qu'il est constitué autant, il est aussi valable que ce qui est raconté en fait. C'est-à-dire qu'on nous a toujours fait croire que la famille c'était un élément à part de la société et que dans ce noyau comme ça très bienveillant, chacun était totalement transparent et qu'on connaissait parfaitement son père, sa mère, ses grands-parents, que tout ça était vrai et que c'est la seule chose d'ailleurs à laquelle on pouvait se fier, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est strictement l'inverse, c'est-à-dire que la famille, c'est une micro-société et que donc, une société ne fonctionne qu'avec des vides et des pleins et que les secrets ont autant de valeur, c'est-à-dire le silence a autant de valeur que ce qui est dit. Et donc, je voulais travailler ça et essayer de montrer comment est-ce que ça circule, en fait, et comment est-ce qu'on part d'un moment où, justement, on est très fidèle à ce mythe familial qui voudrait qu'on se connaisse tous tellement bien. Et puis le moment, en fait, qui s'appelle simplement devenir adulte, hein, je crois, où on constate que on est aussi complexe que les autres et que nos parents ne sont ni vertueux, ni diaboliques d'ailleurs. Ils sont un entre-deux, voilà. Le personnage principal, enfin les personnages principaux qui portent le même prénom, qui sont des homonymes, Marvin Hortense, voilà, donc lui c'est une sorte, il approche les 40 ans, il a 38 ans, voilà, il habite encore chez sa maman, voilà, signe particulier, les dents du bonheur, les dents de la chance. Ce signe est important, je ne sais pas, autour de vous, il y a eu des gens pour lesquels, enfin, ça vous interpelle, des gens qui ont les dents de la chance, en fait, comme Yannick Noah? Ce que je trouvais intéressant, bon, alors je dois quand même bien avouer que Yannick Noah m'interpelle peu. Ça, voilà, c'est dit, voilà. Pour l'instant, hein, peut-être si je le connais, il va m'interpeller à fond, mais enfin là, pas tellement. Mais non, ce que j'aime bien dans ça, c'est que immédiatement, il y a quelque chose à la fois de physique, c'est-à-dire on voit ça, et puis en même temps, il y a un truc un peu mystique aussi, parce que cette histoire de dents de la chance, voilà, donc ça m'intéressait que ce personnage, on lui prête des choses, et puis du point de vue de la caractérisation, c'est un élément qui est vraiment pratique et intéressant, quoi. Oui, justement. Alors, pourquoi ce personnage est-il autant caricaturé? C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Vous trouvez qu'il est caricatural? Oui, c'est-à-dire que comme si vous aviez peint un personnage totalement un peu voilà, enfantin, déluré. Et même à travers même l'écriture de votre roman, on sent qu'il y a quelque chose de très frais, enfin, vous voyez, de dynamique enfantin. Et pourtant, c'est quelqu'un comme qui a plus de 35 ans, où il aurait dû être plus posé, plus réfléchi. On le sent encore dans un univers, voilà, totalement, oui, enfantin. Quoi. Mais j'adore cette idée que l'âge nous dirait quelle est notre maturité. Hein, ouais. Ça, je pense que si on se pose 2 secondes, on a bien constaté que l'âge ne dit rien de la maturité. Et en l'occurrence, ça le dit d'autant moins que tant qu'on n'a pas eu accès à ce qui est réellement
la mythologie familiale, c'est-à-dire tant qu'on ne connaît pas son secret, on est dans une zone très immature puisqu'on prête aux parents une perfection qu'ils n'ont pas. Donc en fait, en l'occurrence, ce personnage, il est comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'il est totalement dans l'idée de faire plaisir à son papa et à sa maman, donc de respecter l'histoire familiale. Et le moment où justement il va s'en échapper, et ben là on va commencer à avoir accès à quelque chose qui se rapproche de l'âge adulte, donc du doute. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est totalement dans le déni. Donc peut-être que ce que vous évoquez, en fait, c'est simplement ce que nous sommes tous à un moment de notre vie, c'est-à-dire qu'on trouve que tout est normal. Voilà, les choses ont été données comme elles sont, et bah quoi, il y a rien à en dire, puisque c'est votre famille, vous n'avez rien à en discuter, les choses sont comme ça, on vous a dit que c'était ici, donc pourquoi ça serait là? Donc il est exactement comme nous sommes, voilà, ça s'appelle le déni. Alors un jour, il décide, Marvin Ottens, d'aller sur Internet, d'aller fouiner, et il se dit, bah tiens, je vois combien de personnes portent Alors en fait, non, justement, parce qu'il est dans le déni total, il n'a pas du tout l'idée de fouiner, en fait. Il a l'idée de simplement, il doit changer d'adresse Internet. D'adresse mail, c'est vrai, puisqu'il se dit, Gmail, il n'y a plus Club Internet, et on me propose d'aller vers Gmail. S'il n'avait pas changé d'adresse Internet, globalement, sa vie serait restée exactement comme elle était, c'est-à-dire qu'il serait resté un fils à sa maman, très, très gentiment, à la presse qu'on lui a attribuée. Il se trouve que ça nous est tous arrivé, il y a toujours des histoires d'opérateurs insensés qui on doit changer. Et lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien changé dans son existence. Oui, en effet. Il a toujours essayé de rester dans ce qu'il connaissait. Seulement là, on l'oblige. Et parce qu'on l'oblige, il va découvrir que cette adresse Internet lui ouvre des portes d'une histoire familiale qu'il n'avait pas réellement demandé en fait, à connaître. Mais voilà. Alors justement, il découvre qu'il y a plusieurs... Alors, la personne qui a en fin de compte son adresse mail s'appelle aussi Marvin Ottens. Je prononce bien, c'est Marvin Ottens ou... Comme, d'accord. Alors là, il y a pas comme vous le sentez. Pour l'instant, j'ai pas déposé, il n'y a pas de copyright, vous pouvez y aller librement. D'accord. Et donc là, il découvre qu'il y a d'autres Marvin Ottens, et il est quand même curieux parce qu'il va aller à la rencontre du premier, entre guillemets, du deuxième Marvin, et il va découvrir en fin de compte qu'il y a Marvin 2, il y aura Marvin 3 et 4, et Alice. Donc il y aura ce petit noyau dur de Marvin Ottens. Alors il y en a un qui est atteint du syndrome de la Tourette, c'est ça, qui lance toujours des gros mots. Oui, en fait, pour justement qu'il y ait cette démultiplication, donc lui qui se croyait orphelin et fils unique, découvre qu'en fait il a des demi-frères à l'appel, et puis qu'effectivement ils ont tous le même nom que lui. Et ce qui était intéressant en fait, c'était de montrer comment chacun a essayé de faire avec... parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans un secret de famille, c'est que donc on pose une zone de silence quelque part dans une histoire, mais la nature étant ce qu'elle est, il faut bien qu'il y ait du bruit ailleurs. Donc chacun essaye de s'organiser avec ça. Donc il y a plein de manifestations. Si vous y réfléchissez, vous trouverez autour de vous plein de gens qui essayent de s'organiser pour pas trop bousculer la famille. Oui. Voilà, on s'organise comme on peut. Et en l'occurrence, ça m'intéressait que chacun des frères ait trouvé une façon de contrer parce que c'est très violent en fait, c'est-à-dire ce silence. Ce qu'on ne vous dit pas de votre histoire, vous savez que ça existe. C'est pas parce que ça n'est pas dit que ça n'existe pas. Et donc il faut déployer une très grande énergie pour ne pas mettre des mots dessus, pour rester fidèle à ce qu'on vous a dit, et donc pour ne pas bousculer l'histoire, on trouve des choses. Et donc, en l'occurrence, chacun des personnages s'arrange avec le langage. Donc, soit il est totalement défendu comme ça, très défensif, comme le premier personnage, soit, en fait, c'est des explosions qu'on gère pas du tout, comme ce Marvin-là, qui, en fait, a... Ce que ça raconte aussi, c'est que chaque personnage est coupé en deux, chacun est clivé, en fait. Donc, en l'occurrence, Marvin, il y a tout un bouillonnement, mais qui est très contenu. Et le deuxième, alors, il y a toute une explosion, alors qu'à l'intérieur de lui-même, il est d'un raffinement déchaîné, mais personne n'en sait rien, évidemment. Alors, vous évoquez aussi le milieu social, c'est-à-dire lorsque vous montrez l'existence, enfin la vie de Marvin Ottens, quand vous décrivez ces bâtiments, ces bars, ces HLM, on y sent un peu cette détresse humaine. C'est vrai, il y a comme une sorte de quotidien, mais horrible, malheureux. Il travaille dans les pompes funèbres, et moi, tout de suite après, ce que je vois, ce sont ces bars dans lesquels il vit avec sa maman. Voilà, c'est marrant que vous y projetiez quelque chose de malheureux. Oui, ce côté, parce que c'est pas ce qui est raconté en fait. Donc non, mais c'est pour ça que j'écris des livres, parce que ça permet
proposer un écran sur lequel chacun... parce que pour moi, c'est pas du tout malheureux. Parce qu'il est amoureux de cette fille, Keltoum, c'est ça? Ouais. Voilà. Et puis après, vous racontez justement sa vie qui est misérable. Son mari est parti, elle a 3 enfants, elle va se faire expulser de son appartement. Donc voilà, on y retrouve cette détresse. Alors que pour moi, c'est vraiment des combattants. Enfin, y a toute une partie déjà qui sont des choses qu'on pourrait largement vivre dans un pavillon, hein, puisque... Oui, c'est vrai. Ça n'a pas de rapport avec le lieu, mais en fait, le lieu est une pure projection. C'est-à-dire que vous y projetez ça peut-être parce que vous n'y avez pas vécu, mais moi qui ai vécu dans ces bars, ce que j'y ai vu, c'est des gens. Et en l'occurrence, pour moi, la véritable misère, c'est pas tellement celle-là. La véritable misère, c'est les gens qui passent à côté de leur existence, quel que soit l'environnement dans lequel ils vivent. Donc pour moi, Keltoum, elle n'est pas passée à côté. Il se trouve qu'elle a fait des choix qui sont les siens, voilà, et qu'elle essaye de porter. Et puis elle a aussi choisi de rêver, ce qui est une vraie, un vrai parti pris très rebelle, je trouve. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment s'il y a quelqu'un de vivant dans tout ça, c'est bien elle. Mais je pense que, en l'occurrence, le lieu, c'est ce que vous mettez dans ce lieu, en fait, qui vous fait voir ça comme ça. Autre chose, donc alors après, donc les 4 Marvin et Alice, qui est la demi-sœur en fin de compte de Marvin Ier, c'est ça, vont partir en Belgique pour rencontrer un autre Marvin Otans. Alice, elle est très protectrice, elle est au masque, quoi, elle est vraiment mec. Ah ouais, c'est... Elle traite de son frère crapaud, enfin, elle est vraiment... voilà, elle dirige, elle est... c'est le leader. Qu'elle est très masculine. Oui, mais parce qu'elle est masculine parce qu'elle dirige ou pour autre chose? Non, peut-être par sa façon d'être un peu très brutale. Voilà, je l'ai trouvée... elle n'a pas peur d'attraper un moment à la gorge Marvin, et puis une fouille au corps. Enfin, elle est assez mec, quoi. Je trouve qu'elle n'a pas peur, on dirait qu'elle a des couilles, quoi, entre guillemets, quoi. D'accord. Là, encore une fois, non, mais pourquoi pas. Mais pour moi, c'est aussi quelqu'un... C'est quelqu'un qui, au sens premier du terme, fait corps avec l'existence. Donc, effectivement... mais moi, je n'y vois pas... Enfin, je pense qu'étrangler quelqu'un, pour le coup, c'est pas une affaire de genre. Enfin, c'est un caractère, mais c'est marrant... dans mon imaginaire à moi, elle n'est pas du tout... Ça pourrait même être quelqu'un d'assez fin, de tout petit. Je vois pas du tout... Je vois quelqu'un qui essaye d'attraper quelque chose de l'existence, mais moi, c'est... non, mais j'aime bien, c'est marrant. Et justement, je voulais savoir, quand on est écrivaine, est-ce qu'il est facile ou est-ce difficile de se mettre dans la peau d'un homme? Parce que Marvin, c'est un garçon. Est-ce que c'était difficile pour vous de prendre un peu ces gestes masculins ou pas du tout Mais alors, ce qui est génial, c'est que, par exemple, moi, en fait, mon travail, c'est de faire en sorte que vous ayez suffisamment de place en tant que lecteur pour à la fois vivre les émotions que je propose. Donc j'espère que vous avez ri, j'espère que vous êtes dit où est-ce qu'ils vont, que vous avez été dans... Parce que il y a aussi cette idée que c'est presque un polar, c'est-à-dire qu'on va à la recherche de sa propre histoire. Et on sait et le principe du secret aussi, c'est qu'en général, il n'y en a jamais qu'un, il y en a toujours plusieurs. Donc ce qui est intéressant, c'était de montrer cette mécanique. Moi, ce qui m'importait, c'était que pour le lecteur, il y ait cette sensation que y a une traversée dans le secret et que vous ayez vécu toutes les étapes du voyage. Voilà, c'est ça qui m'importe. Après, j'ai fabriqué des personnages. Pour moi, ils ont une certaine... je les imagine, mais j'aime bien qu'il y ait aussi suffisamment d'espace pour que vous puissiez envisager que Alice, ça soit une personne totalement au masque, qui fait 3 mètres de haut et 600... kilos, alors que moi, je la vois pas du tout comme ça. Mais au moins, voilà, il y a l'espace pour que ça ait lieu. Donc, en l'occurrence, Marvin, moi, je le vois d'une certaine façon. J'ai l'impression que vous, ça n'a rien à voir et ça me réjouit totalement, quoi. Et je me mets pas... En fait, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement... c'était de créer une figure, mais je suis pas dans la... Enfin, je sais pas ce que...
ce matin, par exemple, j'entendais c'était une femme qui racontait comment elle travaillait. Alors elle était elle était à fond, il y avait tout un truc. Elle va même plus loin, elle dit que ouais, quand elle écrit, c'est pas elle qui écrit, c'est les personnages qui sont là complètement déchaînés, qu'elle sent tout dans son corps et tout. Bon, alors bon. Moi, c'est pas du tout comme ça que je travaille, quoi. C'est-à-dire que vraiment, mon idée, c'est de créer un patron, voilà, tac, tac, de faire vraiment comme des instantanés et que c'est beaucoup des clairs-obscurs. En plus, moi, ma façon de travailler, c'est jamais, je mets jamais un projecteur sur des gens, c'est toujours un peu comme ça sur le côté. Donc, du coup, je suis pas. Ce que je vais vous dire du personnage, c'est ce que vous savez en vrai, c'est ses dents. Vous savez comment il mouline dans sa tête, vous savez où il travaille. Et on a une idée de ses rapports avec la famille. Ce qui est super, c'est qu'à partir de là, vous avez envisagé quelqu'un. Je sais même pas, je ne saurais dire comment vous le voyez, à votre avis, il est comment? Oui, je le voyais assez rigide, enfin très timide. Vous savez, presque le col de chemise fermé, enfin toujours, surtout pompe funèbre. Faut toujours être un peu rigide, quoi. Voilà, sobre. Voilà, donc les ongles toujours bien faits et puis la petite raie sur les côtés. Voilà, c'est comme ça je le voyais. Très pâle, alors vous le voyez? Oui, très pâle, ouais. Ouais. C'est super. En fait, il faudrait que je fasse faire des... Je vais faire ça la prochaine fois, en fait. Je vais noter toutes les descriptions parce que c'est super, quoi. Et dernière question, au cœur de votre roman, donc, ce sont les attentats. Ce sont des attentats qui vous ont énormément touché, qui vous ont... pourquoi avoir choisi telle date? Vous parlez bien sûr du 11 septembre, d'autres attentats en France, sur les Champs-Élysées, même pas à Montparnasse, non? Vous ne parlez pas de la rue de Rennes? Il y a... en fait, ceux qui sont marquants, c'est ceux du drugstore. Oui. Ceux qui sont vraiment évoqués, c'est le drugstore, c'est le 11 septembre, oui. C'est celui qui a eu lieu à Bali. Et après, en fait, effectivement, comme ça ponctue... En fait, ce qui m'intéressait aussi dans cette dynamique-là, c'est que ce sont, en tout cas le 11 septembre, et puis, de toute façon, c'est cette dynamique-là, mais celui-là, en fait, c'est vraiment le point de départ parce que quelque chose a changé avec ça. Quelque chose de nous a évolué. Et nous n'en savons même pas encore la teneur. C'est-à-dire, nous avons une petite idée, pourtant on a un peu de recul, mais c'est très peu en fait. Et ça a déplacé vraiment notre façon de voir les autres d'une façon très puissante en fait. Et dans le terrorisme, il y a cette idée-là. Il y a cette idée qu'en fait, chaque être que vous croisez est un ennemi potentiel. Donc, on vit dans une paranoïa permanente. On ne sait même pas, parce qu'il y a une invisibilité, donc... On ne sait pas, donc au cas où, ce serait bien qu'on se méfie de tout le monde. Et donc ça crée quelque chose qui, dans le livre, m'intéressait, mais qui globalement nous fonde. Nous sommes maintenant traversés par cette idée-là. Et chaque chose que nous pensons, nous la pensons avec cette idée que potentiellement, non seulement les personnes en face de nous peuvent nous tuer, vouloir nous tuer, oui. Mais en plus, les objets autour de nous peuvent être nuisibles. Et le 11 septembre, c'est le paroxysme, puisque même un avion et une tour, ça peut... voilà. Donc ces deux images-là, et puis cette image en boucle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand a eu lieu le 11 septembre, je crois que c'est une des premières fois où les chaînes d'infos continues. Enfin, il y a eu quelque chose dans l'idée de la continuité, une information qui ne s'arrête jamais. Donc, on a vu à l'infini les gens qui sautent. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, oui. Et en fait, on a donc cette image des gens qui sont... C'est très flou, on ne sait pas, on ne voit pas leur visage. On sait juste qu'ils tombent et on a l'impression qu'ils tombent en permanence, quoi. Et on ne sait pas qui sont ces gens, en plus. Parce que, donc, quelques années plus tard, quand des recherches ont été faites, en fait, tous ces gens-là n'ont pas d'identité. Donc en fait, il y a un anonymat et en même temps une présence. Ils nous sont familiers et on ne sait pas qui sont ces gens. Et je sais pas, il y avait en tout cas pour moi la nécessité que ça soit raccroché et que cette paranoïa que j'essaye d'instiller dans la famille, c'est-à-dire de dire regarde bien ton père et ta mère, parce que ce qui t'a été raconté à la fois est totalement vrai puisqu'ils le disent, et en même temps parfaitement faux puisqu'ils le disent. Et donc du coup, ça s'insérait là-dedans, dans cette idée-là. Très bien, merci beaucoup Tana de Montaigne pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à carte sur table. Tania de Montaigne, pensez un chiffre entre 1 à 5. Oh là!
Oh là, je dirais 3. 3, très bien. Alors, nous allons voir apparaître dans ces écrans une image. Et là, bien sûr, bon, ils font la quenelle, ce n'est pas ça. Mais vous... D'autant que les pauvres, je crois qu'ils sont très peu au courant de ce qu'ils font. Oui, mais c'est l'histoire entre Beyoncé et Barack Obama. Vous y croyez réellement qu'il y a un petit truc? Non, je pense qu'elle n'existe pas. Mais alors là, on serait... Ce qui est génial, c'est qu'on a tellement envie qu'il se passe des choses. C'est-à-dire, on est tellement dans le sentiment de notre propre impuissance, puisque ce qui nous est donné à voir, c'est qu'on ne peut rien faire. Justement, l'information continue, en fait, ne cesse de nous raconter ça, parce qu'il se passe des événements, et à part les regarder, en fait, on a une marge de manœuvre qui est inexistante. Donc là, si on nous dit... tout est possible, en fait. C'est ça qui est génial maintenant. C'est-à-dire, si on nous disait que la reine d'Angleterre couche avec Beyoncé... et qu'ils ont eu un enfant de Barack Obama qui a donné son sperme, je crois qu'on achète direct. On dit, mais bien sûr, c'est ça. Voilà, parce que ça nous fait plaisir. Mais en vrai, je crois, j'ai quand même fortement l'impression que, bon, globalement, elle a surtout couché avec son mari. Oui, en effet. Et puis, lui avec sa femme, quoi. Bon, voilà. C'est un peu décevant. Alors, une autre... Une autre photo, je ne sais pas. Je donne un autre chiffre? Oui. Allez, 1. Ah zut, je pensais que vous alliez dire 4. Allez, je dis 4. Ah super, oui, voilà, 4. Voilà, c'est Voilà, Tania de Montaigne. Alors, voilà, auteur, interprète, compositeur. Vous avez travaillé avec Benjamin Biolay, qui est très réputé pour sa plume. Vous avez travaillé en tant que chroniqueuse, nulle part ailleurs, avec, comment il s'appelle, Christophe de Chavannes. Ah non, non. Je suis là, non. Non, Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, pardon. Ouais. Voilà, mais ça commence pareil, c'est pour ça. Voilà. Jean-Luc Delarue. Voilà, chroniqueuse. Dans l'émission aussi, ça balance à Paris. Voilà. Vous êtes beaucoup chroniqueuse. Pourquoi vous n'avez pas une émission à vous? Parce que vous avez le talent pour. Ouais, mais alors parce que ça m'intéresse pas du tout. Ah. Non. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la... Il se trouve que j'ai eu de la chance puisque le premier boulot, mais ça s'est joué à 2 mois près. Hein. Le premier travail que j'ai eu dans ma vie, c'était la télé, c'était Canal J. En 1995. Ah bon, alors là, c'est vous qui êtes forte sur les dates parce que moi, j'ai aucun sens des dates. Mais voilà, c'est la première boîte qui m'a embauchée. Moi, je venais de terminer mes études. Et en fait, à 2 mois près, c'est pas du tout ce que je faisais. D'études politiques. Donc, je me suis retrouvée là-dedans et... donc il y a eu cette émission et puis Jérôme Bonaldi m'a appelé pour faire Nulle part ailleurs, donc bon, j'ai dit ok, mais déjà ça me plaisait pas du tout, enfin j'ai quand même donné 3 fois ma démission en 1 an, donc c'est dire si je ne m'y plaisais pas. Et en fait après je me suis dit bon, moi faut admettre ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas. Moi en fait ça ne m'intéresse pas d'être trop longtemps dans ce genre de structure. En fait, ce que j'aime bien, c'est pouvoir aller et venir. Donc, aller et venir, ça suppose qu'on est en charge de rien, parce que sinon, c'est pas possible. Ou alors, on sait que c'est, par exemple, quand j'ai créé l'émission pour France Inter, le magazine culturel, je savais que je ferais qu'1 an, parce que j'avais mon livre. Moi, mon travail, c'est d'écrire des livres, en fait. C'est ça que je fais. Donc, je fais de la télévision, déjà, quand j'ai pas de choses à écrire. Et là, j'ai beaucoup de choses à écrire, donc je me souhaite de faire très, très peu de télé. Et je ne fais de la télévision que quand ça m'intéresse. Et alors là, ça réduit encore le champ parce que, bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc, voilà, je me suis accordé... C'est ma façon d'envisager les choses, c'est que je souhaite créer le plus possible de liberté pour avoir le choix de ce que je fais et de ce que je ne fais pas, et donc ne m'obliger à rien. Et donc là, c'est de vous tourner, de vous complètement de vous donner à cette musique, à votre album. Oui, enfin bon, alors la priorité c'était de finir le roman, donc maintenant c'est fait. Là, je suis en train de travailler sur le 2e album, et puis voilà, puis je vais repartir en tournée et tout ça. J'ai hâte de repartir sur scène, ça va être bien. Eh ben, en tout cas, bonne chance. Ouais. Merci. Nous allons passer à la 3e partie de l'émission, Coup de cœur. Alors, Tania de Montaigne, votre coup de cœur? Ouais. Alors, donc moi, en général, quand j'écris, je ne lis pas. Ou sauf des gens très particuliers où je sais que... Mais c'est ma boîte à outils, quoi. C'est-à-dire, à moi, je suis coincée, je me dis, comment est-ce qu'on peut travailler un truc? Hop, voilà. Mais sinon, en fait, c'est un moment où je suis... plus du tout lectrice. Quand je sors de cette phase, du coup, là, je repars dans la lecture. Et
Donc j'ai hésité entre 2 livres et puis je me suis dit celui-là, en fait, j'ai vraiment envie d'en parler parce que l'autre, c'est le Salman Rushdie, donc tout le monde en a beaucoup parlé, mais vraiment, c'est un des très très bons livres que j'ai lu depuis très longtemps, c'est magnifique. Et alors ce Gérald Garouche, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un peintre. Donc c'est lui qui peint, qui se peint, là c'est un autoportrait, et c'est quelqu'un qui a voulu faire, ce qui est intéressant c'est que ça s'appelle L'Intranquille, c'est autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou, parce que lui en fait il a été souvent interné, il a eu des crises maniaco-dépressives, donc il a eu des moments comme ça très... suicidaires. Oui, très suicidaires, une violence comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, quand on parle de maniaco-dépression, on a l'impression que c'est une maladie comme ça, crac, et que du coup, on n'a pas le choix, on est malade, puis parfois on n'est pas... Voilà, bon. Lui, ce qui est pas mal dans sa démarche, c'est qu'il s'est dit, bon, il y a ma maladie, mais il y a moi. Et donc cette maladie, elle raconte quelque chose de moi. Et en l'occurrence... il fait un travail, donc avec Judith Pérignon, le travail de réfléchir à sa propre histoire et d'aller... ça s'ouvre avec la mort de son père, et donc il va cheminer dans cette histoire familiale où il y a de la violence comme ça qui s'exprime, et il va essayer de se raconter à travers ça, justement. Donc c'est aussi pas pour rien que ça m'intéressait après ce que j'avais fait comme travail, mais c'est vraiment très bien écrit. C'est très sincère, il n'y a pas de volonté ni de paraître splendide, ni de paraître misérable. C'est vraiment un travail magnifique, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Étienne Montaigne, d'avoir présenté L'Intranquille de Gérard Garouste. C'est en poche, en plus. Donc. Oui. Et en tout cas, merci d'être venu nous voir. Je représente, je redis votre livre, votre roman, c'est Toutes les familles ont un secret, chez Flammarion. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Montaigne. Merci. Quant à vous, chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.